mais au même moment, les forces de sécurité ont déjoué de nouveaux actes terroristes présumés avec l'arrestation d'une dizaine de personnes sur lesquelles on a retrouvé du matériel de fabrication d'explosifs. Bonjour Jean-Paul Diaz. Bonjour Monsieur Fall. Il y a eu l'attentat de Yarar il y a quelques jours et maintenant des attaques à l'explosif présumé qui auraient été déjouées en cette fin de semaine. Tout cela serait lié aux récents événements politiques et c'est nouveau dans le pays. C'est nouveau et c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que ce n'est plus de la politique. C'est du n'importe quoi, ce n'est pas de la politique. Ça peut s'appeler autrement, mais pas de la politique. Et de toutes les façons, les personnes qui ont été visées ces temps-ci dans les bus sont des personnes qui n'ont rien à voir avec les difficultés des uns et des autres. Ce sont des civils innocents qui, pour certains, ne s'intéressent même pas à la question parce que trop jeunes. Je trouve que c'est inadmissible, quoi. Quand vous étiez jeune opposant, jeune homme politique avec le PDS d'Abdoulaye Wade, il y a eu quand même des phases de violence dans votre parcours. Non, nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus. J'ai l'habitude de dire, et je suis plus à l'aise pour le dire aujourd'hui, quand j'ai entendu certains déclarer que le PDS était un parti violent, je l'ai toujours nié. C'est un parti que l'on a poussé à se défendre. Parce que nous allions aux élections, les résultats étaient souvent truqués, alors que pour aller aux élections, vous savez qu'il faut des moyens. Nous n'étions pas riches. Et j'avoue que, sans compter que certaines choses se faisaient juste après les élections, par exemple en 88, lorsqu'avant les résultats, le régime en place est venu arrêter Maître Wade chez lui, devant nous, certains se sont rebuffés automatiquement. Mais dès le lendemain, c'est la rue qui a pris le relais, parce que c'était injuste. Les pouvoirs doivent éviter ce genre de situation. L'opposition actuelle ne peut-elle pas dire la même chose que vous du PDS à l'époque? Non, on nous pousse à nous défendre. Non, nous n'avons pas été jusqu'à utiliser des cocktails Molotov. Ça ne veut pas dire que nous en étions ignorants, mais on ne les a jamais utilisés. On s'est défendu parce que on était face à des agressions du régime. Quand quelqu'un va aux élections, qu'on l'arrête devant sa famille, devant ses partisans, pour rien, sans rien, aucune raison, c'est révoltant. C'est simplement révoltant. Actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, atteinte à la sûreté de l'État, appel à l'insurrection. Voilà, entre autres, ces chefs d'inculpation contre Ousmane Sonko, l'opposant qui est écroué depuis le 31 juillet dernier et qui aurait, dans la foulée, entamé une grève de la faim. Cette incarcération est-elle juste? Je trouve qu'elle est excessive par rapport à ce qu'on peut lui reprocher. Je pense qu'on pouvait ne pas aller jusque-là. Moi, je trouve que c'est excessif. Et ceux qui estiment qu'il a trop provoqué l'État, c'est la réponse qu'on entend de l'autre côté. Mais ça, ce n'est pas... C'est un prétexte, ce n'est pas un argument. L'argument, ce sont les faits. Si les faits dont vous avez fait allusion tout à l'heure sont issus de son parti ou de ses partisans, ça, je pense que c'est autre chose. Mais si ce n'est pas avéré, que ça vienne de ces gens-là, à ce moment-là, ce sont des prétextes. On va voir l'évolution du dossier, si la justice va trancher pour ou contre lui. La dissolution de PASTEF. Excessif. Vous parlez de... Vous avez fait état du PDS de 88. Si on revenait en arrière, on aurait été dissous. Je trouve que c'est excessif. C'est la dernière limite, quoi. Parce que on pouvait passer par d'autres étapes que d'aller directement à la dissolution.
l'emprisonnement de nombreux responsables et autres militants de ce parti dissous. Pastef aussi. Oui, beaucoup de jeunes ont été arrêtés et je pense que ma préférence est que ces jeunes soient libérés. Vous avez des jeunes qui ne savent même pas ce qui leur est arrivé. Ils étaient de passage dans une station d'essence, etc. Et on les a arrêtés. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Je pense que l'emprisonnement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai fait la prison 2 fois ou 3 fois. Je crois que ça doit être exceptionnel. Et les magistrats qui envoient les gens en prison pour un oui, pour un non, il ferait mieux de réfléchir avant de s'adonner à ce genre d'exercice parce qu'on ne sait jamais dans la vie. La sortie d'associations de droits de l'homme vendredi qui disent presque la même chose que vous, qui dénoncent tout cela et décrivent la démocratie sénégalaise comme une démocratie qui a reculé. Écoutez, dire qu'elle a reculé, ça serait aussi excessif. Mais j'avoue que on pouvait ne pas faire certaines opérations. Des associations de droits de l'homme qui appellent toutefois à l'ouverture d'un deuxième dialogue national. Êtes-vous donc favorable à cela? Rediscuter. Moi, je suis pour un dialogue permanent. Je serais au pouvoir, je l'aurais instauré. Et je n'aurais pas attendu que des événements se passent pour appeler ou pour réunir les gens. On doit discuter en permanence. Si j'en crois ce qu'on me dit, à l'heure actuelle, les Russes et les Ukrainiens seraient en train de discuter à Vienne. Alors qu'ils s'envoient des bombes tous les jours, que Dieu fait. La discussion, les Wolofs le disent, il n'y a pas il n'y a que lorsqu'on ne discute pas que l'on prend des voies divergentes. Mais si on discute, on ne prend pas des voies divergentes. La radicalisation de part et d'autre, faut-il vraiment rêver d'une discussion Macky Sall, Ousmane Sonko, APR, Pastef dissous? Possible pour vous? Vous êtes un proche de l'actuel chef de l'État. Non, c'est-à-dire que si c'est uniquement pour une personne ou pour un groupe de personnes, je trouve qu'il y a eu des occasions. Maintenant, si on tient à apaiser les choses, pourquoi pas? Le dialogue national qui a déjà eu lieu a fini de diviser. Il y a eu Askanui, l'une des coalitions de l'opposition. Khalifa Sall, le leader de Taxawu Sénégal, y avait répondu, ainsi que le PDS. Du coup, Karim Wade et Khalifa Sall ont retrouvé leur droit de se représenter à des élections, même s'il reste d'autres formalités à remplir. Yewwi a exclu Taxawu et Khalifa Sall de ces instances. Cela surtout après que le parti dissous, Pastef, a perdu le poste de premier adjoint au maire de la ville de Dakar, dirigé par votre fils Barthélémy Diaz, et qui est pointé par les autres membres de Yewwi Askanui dans ce qui est arrivé dans le nouveau bureau de la ville de Dakar. Ils ont tort de le pointer. Je voudrais vous rappeler qu'il y a un seul élu par le suffrage universel, c'est le maire de Dakar. Les autres ne sont pas élus. J'ai entendu certains dire, on nous a tous élus. Non, ils ont été élus conseillers. C'est dans un deuxième collège que les conseillers montent le bureau. Il a été choisi pour être premier adjoint. Entre-temps, des démarches de la société civile d'ailleurs, auprès de la cour d'appel, ont amené celle-ci à déclarer le bureau irrégulier. Donc il faut recommencer. C'est ce qui a été fait. Et là, le maire ne peut imposer personne. Il peut avoir son candidat ou sa candidate, mais il ne peut imposer personne. Il fallait mettre une femme comme Il fallait mettre une femme. Encore que là... Ceux qui protestent disent pourquoi pas n'avoir pas mis une femme Pastef. Mais attendez, c'est pas lui, je viens de le dire tout à l'heure. Ce n'est pas lui qui décide de qui doit être là. Une femme Pastef était candidate. Une autre femme était candidate. Sur 85 voix, cette deuxième a eu 61 voix. Ce n'est pas comparable avec les 20 voix que la Pastef a eu. Donc c'est l'élection, c'est la démocratie qui a décidé. C'est le maire qui est élu. Les autres
ce sont des collaborateurs qui viennent dans un deuxième choix. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un choix de qualité, mais c'est un deuxième choix. Et là, le maire n'est pas le décideur. Donc, c'est tout à fait injuste de faire ce genre de déclaration. Le maire nous a révélé, et ça, personne ne l'a démenti pour le moment, que par exemple, à Ziguinchor, sur les 15 conseillers, les 14, ou sur les 16 conseillers, je crois. Les adjoints. Ce sont les adjoints. Les 15 sont des Pastef. Il n'y a aucun Taxawu. Le seul adjoint qui a été élu et qui n'est pas Pastef vient du grand parti. Donc, un allié sur 15. Alors que dans le bureau actuel, tel qu'il a été monté ces jours-ci, il n'y a pas eu une seule place proposée à Pastef. Ce sont les Pastef qui ont refusé les places qui leur ont été proposées. Et la dame qui a été élue, je crois, 3e adjoint ou 4e adjoint, elle s'est fait renvoyer de Pastef pour avoir accepté. Où est la démocratie? On ne peut rien reprocher au maire. Ce n'est pas lui qui décide tout seul. Il a mis en œuvre une décision de la Cour d'appel. On a mis effectivement une femme premier adjoint. Donc le problème est résolu. Je voudrais au passage dire que selon mon interprétation, moi, cette vision de la Cour d'appel est irrégulière à son tour. Le maire, il ne peut pas être de sexe neutre. Il ne peut être qu'un homme ou une femme. Mais quand on monte le bureau, on peut commencer par un homme si le maire est un homme. Je ne vois pas. Ça s'est passé, ça se passe actuellement à l'Assemblée nationale. Et pourtant, personne n'indexe ça. C'est pas cohérent tout ça. Je pense que pendant qu'on y est, pourquoi ce n'est pas exigé au gouvernement? Ce n'est pas exigé au gouvernement. Le Premier ministre est un homme. Le premier des ministres après ce Premier ministre-là, ce n'est pas forcément une femme. Ceux qui défendent cette... Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision-là. Oui, mais on parle de postes électifs et non des nominations. Commençons par les nominations où c'est plus facile à faire. C'est vrai que c'est des postes électifs. Mais commençons par les nominations où c'est plus facile à faire. Quand on donne la leçon aux autres, il faut commencer par balayer devant sa porte. Ce dialogue national auquel Taxawu a répondu a eu des impacts sur les relations entre Ousmane Sonko et Taxawu, entre Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko, ces relations qui se sont très Barthélémy n'a aucun problème avec Sonko. Moi, j'ai connu Sonko, je n'ai pas de relation personnelle avec lui, mais je l'ai vu, je l'ai connu lorsqu'il est venu chaque fois à la maison rendre visite à Barthélémy. Il a toujours été reçu normalement. Et c'est pourquoi j'ai été outré lorsque j'ai appris qu'ils avaient entrepris de venir incendier ma maison. Barthélémy habite là, mais la maison est la mienne. Et je ne l'ai pas construite en un claquement de doigts. Enfin, transformée en un claquement de doigts. Donc je trouve que même si ce n'est pas lui qui a décidé ou qui a envoyé les gens le faire, ceux qui l'ont fait devaient connaître les relations entre Barthélémy et Sonko. Donc il devait tenter cette affaire-là partout ailleurs, sauf chez moi. Voilà. Moi, je suis un homme âgé maintenant. Mon épouse est une femme âgée. Vous voyez, maintenant je déambule avec une canne. Donc, s'ils avaient réussi leur coup, à l'heure qu'il est, je ne serais pas là en train de vous parler. Et je trouve que, en tout cas, vis-à-vis de moi, c'est lâche et c'est injuste. Et je peux vous garantir qu'ils ont intérêt à ne pas recommencer. Parce que cette fois-ci, ils ne seront pas retenus et confiés à la police. La confusion à Yewwi, Benno Bokk Yakaar ne se porte pas mieux. Du moins, la coalition présidentielle cherche candidat et ne trouve toujours pas. Macky Sall, qui a pourtant reçu mandat de désigner le candidat de Benno pour la prochaine élection présidentielle, n'y parvient pas encore.
Qu'est-ce qui se passe, Jean-Paul Diaz? Je n'en sais rien. Vous n'êtes pas impliqué dans le processus? Je ne suis pas impliqué pas consulté? Malheureusement, non. Et je n'ai pas voulu être candidat. J'aurais pu être candidat aussi. Mais j'ai pris conscience de la barrière de mon âge. Donc, je ne me suis pas porté candidat. Parce que parmi les candidats, il y en a qui se sont portés candidats. Pour moi, c'est des candidatures complètement farfelues. Mais enfin, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, si je m'étais porté candidat, ça aurait été une candidature farfelue. Parce que je sais très bien que j'ai la barrière de l'âge. Alors donc... Maintenant, je ne peux pas vous répondre sur ça. Au vu de votre expérience, de votre parcours politique, pourquoi cet exercice semble si difficile pour Macky Sall? Une fois de plus, je ne suis pas dans son cerveau, je ne peux pas répondre. Honnêtement, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas d'éléments pour... Ça serait de l'à peu près, je ne peux pas répondre. Vous évoquez la liste de candidats à la candidature à Benno. Certains vous semblent farfelus, d'autres plus ou moins sérieuses peut-être. Le meilleur candidat pour Benno, c'est qui, à votre avis? Ce n'est pas à moi de le dire. C'est à Benno de le dire, qui est un groupe de partis politiques, ou au président de la République, qui a la charge, n'est-ce pas, du choix. Moi, je ne peux pas le dire. Évidemment, à titre personnel, je pourrais dire Pierre ou Paul Massamba ou Mademba, mais en tout cas, j'ai réuni mes gens, on a pris position, on attend. En fonction de qui sera choisi, ou on adhérera, ou on n'adhérera pas. Parce le BCG, votre parti. BCG, parce qu'il y en a, s'ils sont choisis, honnêtement, on n'y adhérera pas. Ah oui. Ah ben bien sûr. On va pas être malhonnête, soutenir quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir devenir président de la République. Amadouba Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye. Je vous ai dit une fois de plus, je ne citerai aucun Mahammed nom. Boun Abdallah Dionne. Je ne citerai aucun nom. C'est tous des candidats sérieux. Je ne citerai aucun nom. Quand le candidat sera choisi, nous verrons. S'il nous convient, nous le soutiendrons honnêtement, ouvertement. S'il ne nous convient pas, on ne le soutiendra pas. On pensait que la décision de Macky Sall de ne pas se représenter aurait facilité les choses, mais non, cette décision-là, elle était quand même la bonne pour vous. Pour moi, elle était la bonne et je l'ai saluée. Je continue à la saluer. Et c'est pourquoi je crois que nous devrions rester dans la ligne de cette décision. Il ne faudrait pas que cette décision intervienne et qu'après on perde du temps et on perde de l'effet par ces choix qui semblent être compliqués ou difficiles. Les dossiers Khalifa Sall et Karim Wade, dans le dialogue national, les conclusions ont permis leur réintégration, entre guillemets, dans le jeu politique. Ils devraient en principe, s'ils le veulent, se présenter à la prochaine présidentielle. Ce dialogue-là que certains ont qualifié de deal. Je vous ai dit, le dialogue, ça devrait être le principe permanent. Vous avez en même temps dit que ça ne doit pas être pour une ou des personnes. Non, j'ai dit tout à l'heure que ça ne doit pas être... le dialogue n'a pas été... Le dialogue a permis, par exemple, au président de la République de renoncer à être candidat. On ne peut pas dire que ce n'est pas un résultat important. C'est un résultat important. C'est pourquoi je pense qu'il faut aller même au-delà en libérant tous les jeunes là qui peuplent les prisons. À mon avis, ce sont des enfants. Il faut les libérer parce que je pense que certains ont été arrêtés, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans même savoir quelles sont les raisons de leur arrestation. Le bilan de Macky Sall, le bilan immatériel, pour certains justement, la démocratie et les libertés, il y a à redire sur son bilan de ce point de vue-là. Il y a également sur le bilan matériel, les infrastructures. Certains ont dit oui, c'est bien. Sur les autres aspects, l'emploi des jeunes, la souveraineté alimentaire, la crise de l'oignon qu'on connaît en ce moment est un exemple. Il y a de vastes chantiers qu'il laisse derrière lui, Macky Sall, non? À la fin de son mandat.
Mais Sur les jeunes, par exemple, l'emploi des jeunes, qui prennent toujours les pirogues pour tenter de rallier l'Europe. oui, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais je vous fais observer que ce même phénomène existe partout dans le monde, même dans des pays où ça ne devrait pas exister, ça existe. Je ne dis pas ça pour justifier quoi que ce soit. Je me désole de cette tendance à l'émigration irrégulière. Et je pense que il faudrait une réflexion sérieuse sur ce sujet pour dépasser cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les jeunes émigrent. Ils devraient pouvoir émigrer. L'année dernière, j'ai été en Angola, dans une réunion de l'Internationale démocrate centriste. C'était la première fois que je venais dans ce pays. Mais j'ai vu que c'était un pays qui devrait pouvoir recevoir des émigrés. Vous me direz, la route pour arriver jusqu'à là-bas risque d'équivaloir à la route de la mer. Parce que c'est des forêts, c'est des zones montagneuses qu'on traverse, etc. Jusqu'à arriver en Angola. Il y a une organisation qui s'appelle la CPLP. C'est la conférence des pays de langue portugaise. Entre autres choses de positif dans cette organisation-là, il y a qu'ils sont en train de marcher vers une citoyenneté lusitanienne. Et d'ores et déjà maintenant, les gens de Guinée-Bissau vont en Angola sans visa, ou au Brésil, etc. Donc ce sont des choses comme ça qu'on n'a pas réussi dans la francophonie. Entre pays lusophones, C'est en bonne marche, oui. C'est en bonne marche. Et cette organisation a coopté le Sénégal comme membre observateur. Je regrette que le Sénégal n'essaye pas de tracer son sillon dans cette affaire. Parce que je crois que le Sénégal aurait pu obtenir cela. Si nous avions Voisin de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, ça devrait être beaucoup plus facile pour le Sénégal, oui. Partout, même pour aller au Brésil. Parce qu'il y a des Sénégalais au Brésil, n'est-ce pas? Donc, il faut saisir les opportunités. On ne l'a pas fait. On reproche à l'Europe de se refermer sur elle-même, alors qu'en Afrique... En Afrique, il y a des potentialités. Je vous dis, je ne connais pas toute l'Afrique. Mais on n'ouvre pas carrément nos frontières entre Africains. Oui, mais c'est un vrai. blocage. C'est vrai. Mais ça, c'est en interpellant les uns et les autres dans leur propre pays, devant leur propre opinion publique, qu'on peut y arriver. Mais je pense que c'est une voie qui devrait être explorée. L'autre élément, donc je dis, moi je suis favorable à l'immigration. Ça a toujours servi l'histoire de l'être humain. Aujourd'hui, l'Amérique est ce qu'elle est, mais elle a été construite par des gens venant de partout. Jusqu'à présent, des gens viennent de partout. L'autre élément, c'est, par exemple, à partir de notre zone côtière, ce sont les principaux clients de l'immigration. Mais a-t-on fait le bilan? A-t-on fait l'évaluation des accords de pêche? Je ne le crois pas. Est-ce que ces milliards qu'on a reçus, si tant est qu'on les ait reçus, est-ce que ces milliards-là ont aidé les gens de ces zones-là? Pas du tout. Les sommes semblent dérisoires. On signe avec l'Union européenne, le Sénégal qui signe avec l'Union européenne, les accords de pêche pour 10 milliards de francs CFA. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas de l'argent, ça. C'est de l'argent à votre échelle, à mon échelle, à l'échelle du citoyen. Mais c'est pas de l'argent à l'échelle d'un État. Même si ça aurait été 100 milliards, ça ne vaudrait pas le coup. Moi, je préfère qu'on garde nos ressources halieutiques, que nos jeunes travaillent avec, parce que ceux qui aujourd'hui ne trouvent pas de poissons dans les eaux de la côte, mais ce sont ceux-là qui se transforment en passeurs, en capitaine de pirogue pour transporter les gens vers l'Europe. Ceci dit, je marque
mon admiration vis-à-vis de ces jeunes-là. Je ne suis pas sûr que moi, au même âge, j'aurais osé rentrer dans une pirogue pour aller jusqu'en Europe. Surtout quand on vous raconte ce que les hallucinations, tout ce que les gens vivent, surtout la nuit, moi je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. C'est un message que ces jeunes envoient aux dirigeants africains. Ah oui, c'est un message message jamais reçu 5 sur 5 apparemment. Non, mais il est temps, il est même plus que temps. Ils ont dit, nous, on ne trouve pas de travail ici. Notre travail, c'était la pêche. Donc, aidons-les à pêcher. Par le repos saisonnier pour permettre le renouvellement de la ressource, par arrêt de ces accords de pêche. En tout cas, je pense que dans quelques années, d'ici 2-3 ans, le Sénégal ne devrait plus en avoir besoin. Il n'a plus besoin de 10 milliards. Surtout que ces 10 milliards-là ne vont pas à ces jeunes-là. Les autres, eux, bon, parce qu'on a vu des cas aussi un peu étonnants. Des gens qui sont étudiants, des gens qui travaillent, mais qui quand même sont désespérés, préfèrent partir. Ça, je pense que c'est inquiétant. L'autre signe, c'est quand on regarde Dakar aujourd'hui, le nombre de Doro qu'il y a dans la capitale. C'est l'une des principales sources de revenus aujourd'hui pour les jeunes. Après, si tout le monde a son Doro, on se demande si ça va prospérer, si ça va marcher pour tout le monde. Ce n'est pas ça. Dakar n'est pas une ville pour ça. Dakar n'est pas... C'est pas... que m'excusent les gens de ces localités-là, mais c'est pas Koungheul, c'est pas l'intérieur du pays. J'ai entendu quelqu'un dire c'est pas Bobo Dioulasso. C'est vrai, c'est pas Bobo Dioulasso. Avec toute l'affection qu'on peut avoir pour les gens de ces localités-là. On ne doit pas dire... C'est de la facilité, ça. C'est pas du travail. C'est pas du travail. C'est pas un métier, c'est pas quelque chose... Déjà, c'est pas beau à voir. Déjà, ce n'est pas beau à voir. Oui. Mais en plus, c'est que ce n'est pas un métier, c'est pas quelque chose que vous pouvez transmettre à vos enfants. Et puis, est-ce que peut-être que ça permet de bricoler, ça permet de boucher quelques trous, mais ça ne permet pas l'épanouissement. C'est pas durable. L'agriculture, on en parle. L'Internationale libérale, vous êtes membre, vous connaissez. On a vu Abdoulaye Wade, quand il est devenu président de la République, prendre quelques initiatives. Goana, le plan REVA. L'agriculture sénégalaise aujourd'hui, avec ces vastes étendues de terre dans le pays, on se demande alors pourquoi ça ne décolle pas comme beaucoup l'auraient souhaité. Ça ne décolle pas parce qu'on n'a pas fait et on ne fait toujours pas ce qu'il faut. Vous savez, il y a eu à un moment donné le projet que les uns et les autres ont parfois adopté théoriquement, c'est la revitalisation des vallées fossiles. C'est-à-dire, il s'agissait de prendre l'eau du fleuve qui se déverse dans la mer à perte et d'irriguer l'intérieur du pays. Mais il a fallu que un pays voisin monte sur ses grands chevaux pour qu'on recule. Ça, c'est pas admissible. Cette eau-là, c'est nous, Sénégal, qui avons accepté de la partager avec les autres. C'est nous qui avons pris l'initiative. Donc, même si nous prenons une partie, il en restera encore. Moi, je trouve que c'est une erreur de laisser cette eau-là s'écouler en mer. Comprenez? C'est la jalousie qui fait que vous voulez faire quelque chose, les autres n'y ont pas pensé ou ne peuvent pas le penser. Ça aurait permis de faire l'agriculture toute l'année et ne pas attendre la saison des pluies. Toute l'année, et peut-être même de lancer des spéculations sur lesquelles on ne travaille pas actuellement. Et peut-être que ça permettrait aux gens ça fixerait les gens. Peut-être. Vous savez, moi, j'aime beaucoup la campagne européenne, surtout la campagne française. Chaque fois que je vais à Londres, parce que j'ai ma fille qui est à Londres, chaque fois que je vais à Londres, au lieu de prendre l'avion jusqu'à Londres, je préfère descendre à Paris, prendre Eurostar, qui est un train rapide, pour pouvoir voir la campagne. Mais c'est merveilleux. Des fois, au milieu des champs, vous voyez une belle maison avec antenne parabolique et tout.
voitures et tout. Moi, je rêve du jour où nos paysans vont vivre comme ça. Ils sont au milieu des champs, ils ont leur antenne parabolique, leur voiture et tout. Ils sont là, ils vivent correctement. C'est des gens qui n'ont pas besoin d'être à Paris ou dans une capitale quelconque. Les visions des dirigeants africains. C'est des questions de choix. Mais il faut être courageux dans le choix. Il faut être courageux dans le choix. Vous êtes libéral, on vous appelle sociodémocrate. Moi, je suis centriste. Je suis libéral, mais je suis centriste. Centriste, alors. Parce que je reconnais que chez les sociodémocrates, il y a des valeurs aussi qui peuvent aider aussi bien à la démocratie qu'au développement. Mais justement, quand un démocrate, un libéral dit qu'il est sociodémocrate, c'est une façon aussi politicienne de grignoter sur les électeurs de l'autre côté. Mais la philosophie, est-ce qu'elle est sincère? Aujourd'hui, on se demande même si les dirigeants africains, ils ont de la vision. On ne sait pas s'ils sont libéraux, s'ils sont socialistes, s'ils sont sociodémocrates. On ne base plus les politiques publiques sur justement ces visions d'antan-là qui existent quand même toujours. Oui, mais les visions de l'époque aussi n'ont rien donné, hein, entre nous. Sinon, on ne serait pas là encore en train d'en parler. Ils n'ont rien donné. Moi, je pense qu'il faut être pragmatique. C'est ça qu'il faut être pragmatique. C'est pourquoi beaucoup de régimes dans le monde deviennent des régimes centristes. On prend ici, on prend là-bas, et il faut être pragmatique. Quelqu'un qui l'a beaucoup été de son temps, c'était le président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Ça a été un homme pragmatique. Voilà. Nous, on a beaucoup théorisé, on a beaucoup philosophé, on a beaucoup fait de discours, on a beaucoup tergiversé aussi, il faut dire. Je crois qu'on n'a pas été pragmatique. Parce qu'il y a longtemps qu'on devait se rendre compte que ces accords de pêche-là, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, n'étaient pas aussi profitables que ça. Vous avez travaillé à l'époque, beaucoup travaillé sur les accords Union européenne, ACP, comme on disait à l'époque. Vous n'avez jamais peut-être réussi, vous les militants d'une Afrique qui profite bien de ces accords-là, l'Afrique toujours en deçà de ce qu'elle aurait pu gagner dans ses relations avec le reste du monde. Vous savez, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne au niveau des chefs d'État, mais j'avoue que chef d'État, je pense que j'aurais compris très tôt qu'un accord qui m'apporte 10 milliards ne m'apporte rien du tout. 10 milliards, ça se gagne. Même les sociétés peuvent gagner ça. Moi, je ne pense pas que ça doive continuer. Je pense qu'il faut arrêter ça maintenant. Il faut se replier sur nous-mêmes. Je n'ai pas dit de ne pas signer des accords. Mais il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans ces accords-là, quel est le contenu. Et dans le même temps, on ferme les frontières de l'Europe à nos ressortissants. Jean-Paul Diaz, vous avez été ministre de l'intégration africaine. Vous avez même présidé le Conseil des ministres de la CEDEAO, je pense. Une communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui annonce qu'elle va déployer certainement ses forces au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel après le coup d'État de fin juillet. Cette probable intervention militaire, faut-il la faire? Je pense que non. Il ne faut même pas la commencer. Et je ne crois pas qu'elle sera d'un apport quelconque. Moi, je suis pour qu'on dialogue, pour qu'on discute. Si le président du Niger a été renversé, à mon avis, aujourd'hui, il faut en prendre acte. Il faut aider, il faut travailler à améliorer sa situation actuelle, lui et sa famille. Il faut savoir, il faut négocier pour l'exfiltrer et peut-être qu'il aille s'installer dans un pays africain ou un autre pays de son choix. Mais vouloir faire venir des militaires pour combattre d'autres militaires, mais c'est pas productif ça. Je vous signale que tous ces militaires-là, les Nigériens, les Sénégalais, ceux du Togo, etc., c'est tous des gens qui se connaissent plus ou moins. Ils ont fait les mêmes Prytanées très souvent, soit en Côte d'Ivoire, Bingerville,
soit au Sénégal, Tchoréré. Ils ont fait Saint-Cyr ensemble, parfois, ou Marrakech. Ils ont fait l'école de guerre ensemble, à Paris. Ils ont fait les cours de capitaine ensemble, etc. etc. Ils se connaissent. Le mieux, c'est de choisir des gens qui peuvent leur parler, à eux, ces militaires-là, pour traiter le président Bazoum correctement, avec respect, pour assurer sa sécurité. Mais le président Bazoum, comme les dirigeants de la CEDEAO, doivent comprendre que la CEDEAO n'est pas là pour remettre en place un chef d'État déchu. Ça va être compliqué de... Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Quelle que soit la voie utilisée, militaire ou diplomatique, ce sera difficile de donner à nouveau à Bazoum son fauteuil de chef de l'État du Niger. Ça sera difficile. Mais si ça peut intervenir par la négociation, pourquoi pas? Mais par la force armée, non. La CEDEAO avait mis en place une force armée dans le cadre de la force d'interposition au Libéria. Par la suite, en Sierra Leone aussi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même pays, il y a un risque de guerre civile ou même une guerre civile effective. On essaye d'être une force d'interposition. C'est là que l'ECOMOG avait été créé à l'époque. Et je ne comprends pas ce qui est devenu l'ECOMOG. Je crois que l'ECOMOG a complètement disparu. Après quelques piges, disons, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Bissau, l'ECOMOG a disparu. Donc ce qu'on veut faire là, sans avoir... Vous croyez que les militaires nigériens, ils vont rester là passifs, à attendre les gens arriver? Ils ne vont pas le faire. Heureusement qu'actuellement, la technique n'est plus de parachuter les gens. Elle est de déposer les gens par des hélicoptères. Mais qui a assez d'hélicoptères pour déposer des milliers d'hommes de troupes? Le Nigeria a environ 120 à 130 000 militaires. Je veux dire des militaires actifs. Mais ils vont commencer où? Ils vont passer par où? On va les stationner où? Puisque aucun des États limitrophes, même le Tchad n'est plus d'accord, qui n'est pas CEDEAO, c'est vrai, mais qui est voisin. Même le Tchad n'est pas est hostile à cette opération-là. Le Burkina Faso, n'en parlons pas. L'Algérie est réservée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien autour. Le Nigeria, qu'est-ce qu'il va faire? Le Nigeria insiste. C'est une erreur. On n'est pas à l'époque du Biafra. C'est le président du Nigeria, le premier qui a évoqué cette possibilité-là. Mais petit à petit, je l'ai senti reculer. Peut-être sous la pression du Sénat de son pays. Le Sénat nigérian, nous avons intérêt à bien l'étudier parce que c'est ce Sénat nigérian qui a empêché à Obasanjo de faire un troisième mandat. Aujourd'hui, c'est lui qui s'oppose à l'intervention armée. C'est un parlement, c'est un élément du parlement nigérian qui est très puissant. Je pense que nous aurions intérêt à l'étudier pour savoir comment ils font. Un cas d'école, un exemple pour tout le monde. Peut-être. Ouais. Moi, j'ai toujours été partisan d'un Sénat au Sénégal, mais pas comme ça s'est passé. Mais c'est pourquoi il faudrait étudier le système du Nigeria et voir. Si la voie diplomatique est privilégiée dans la crise au Niger, il est hautement improbable que Bazoum retrouve son fauteuil de président. Donc, échec de la voie diplomatique, incertitude sur une intervention militaire. Si tout cela ne se fait pas et que Bazoum ne retrouve pas ses fonctions de président du Niger, cela ressemblerait à une prime à la promotion des coups d'État. Mais
les coups d'État se font souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Quand certains chefs d'État tripatouillent les constitutions, ce sont des coups d'État. Où est la CEDEAO à ce moment-là? Aujourd'hui, je pense qu'il faut parler avec le président Bazoum, le convaincre de penser à lui-même et à sa famille. De démissionner alors, hein? Démissionner formellement, je ne le dirai pas, parce que je ne sais pas quelles sont les conséquences que ça ferait. Mais je pense que si on arrivait à le convaincre d'accepter l'état de fait et de partir dans un pays, moi je pense qu'il peut aller en Côte d'Ivoire, c'est loin du Niger. Il peut venir au Sénégal, c'est loin du Niger. Il pourrait aller aux États-Unis, c'est très loin du Niger. Vous savez que le gouvernement américain a mis en place un programme destiné aux chefs d'État africains qui quittent le pouvoir. Bon, c'est en général qui quittent démocratiquement le pouvoir, mais ils peuvent ne pas le faire parce qu'ils n'ont pas pu le faire, ils ont été renversés. Ce programme est localisé à Boston. Ça avait été proposé à Laurent Gbagbo, qui avait refusé, mais ce programme est localisé à Boston. Et des chefs d'État anglophones d'Afrique de l'Est, etc., utilisent souvent ce programme-là. Ils sont basés à Boston, où ils sont logés, payés, entretenus et tout. Et au moins, ils sont loin. Parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie. Il n'y a pas que la politique, il y a une vie après la politique. Après ces nombreux coups d'État en Afrique de l'Ouest notamment, Mali, Burkina, Guinée, Niger maintenant, toute cette façade ouest secouée par des putschs et gérée par des juntes, on se demande mais quel est alors l'avenir de cette partie ouest du continent avec ces régimes militaires à foison? Non, moi je ne suis pas favorable à des régimes militaires en voûte et en voilà. Donc il faut les amener, tous ces régimes, à organiser dans un délai raisonnable des élections, à rendre le pouvoir aux civils. Mais les civils, eux aussi, quand ils sont en fonction, ils devraient d'abord être sérieux. Ils devraient penser à la population en priorité, plutôt qu'à leur jouissance et à leur fortune. Voilà. Donc je pense que si ça... Parce que ce qui me gêne dans le Niger, dans le cas du Niger, c'est qu'il n'y a aucune motivation. On ne dit pas, on reproche ceci ou cela au président Bazoum. Il n'y a rien, ils ont fait leur coup d'État comme ça. C'est une révolte de palais. Entre un aide de camp, c'est le patron de la garde présidentielle, oui, qui semble-t-il, allait être déchu, a pris les devants et a fait son coup d'État. Et le chef d'état-major maintenant, pour éviter, c'est ce qu'il a dit en tout cas, pour éviter une guerre fratricide entre des militaires nigériens, s'est rallié. Il s'est rallié. C'est l'excuse. Ça peut être un prétexte, mais je préfère ça que de les voir s'entretuer. Et nous, maintenant, nous, Africains, si nous allons là-bas, nous allons nous entretuer avec eux. Et ça serait pas normal. On les a rencontrés dans des Prytanée, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Saint-Cyr, dans des cours de capitaine, à l'école de guerre, etc., etc. Dans des conférences, parfois dans des manœuvres, on les a rencontrés, on les connaît. Moi, je pense que c'est le Sénégal qui aurait dû jouer aujourd'hui le rôle d'intermédiaire, de go-between. Macky Sall a raté l'occasion alors puisqu'il se range derrière les décisions de la CEDEAO. Non, moi je pense qu'il fallait faire le contraire. Il fallait être vraiment un go-between. Parce que nous, Sénégal, nous avons de très bons diplomates. Même des diplomates, des militaires qui ont été diplomates, qui s'y connaissent à la chose. Donc, quand la CEDEAO fait venir à Niamey quelqu'un du Tchad, où il y a eu un coup d'État, et où les gens ne font rien pour rendre le pouvoir aux civils, comment vous voulez que les militaires reçoivent ces gens-là? Ils les reçoivent comme des rigolos.
Mais nous, où il n'y a jamais eu de coup d'État, si nous envoyons un de nos anciens ambassadeurs, accompagné de diplomates professionnels, même certains qui sont à la retraite, mais qui sont toujours utiles. Moi, je connais des diplomates, des anciens ambassadeurs sénégalais à la retraite, mais qui, dans une affaire comme ça, pourraient être très utiles. Et même certains qui sont des militaires, d'anciens militaires. Ça l'aurait fait peut-être, parce que Macky Sall, très influent, qui termine son mandat, qui ne se représente pas à l'élection présidentielle, c'était le bon profil. Mais c'était le bon profil. C'est le meilleur profil pour aller parler avec ces gens-là. C'est pourquoi je pense qu'il ne devrait pas s'engager dans la voie prônée par la CEDEAO et il devrait servir d'intermédiaire. Merci Jean-Paul Dias d'être passé encore devant le grand jury de RFM. Ancien ministre de l'intégration africaine, leader du BCG, bloc des centristes Gaïndé, parti politique, membre de Benno Bokk Yakaar, la coalition présidentielle. Merci et c'est lundi demain, mardi, c'est la 15 août. On vous souhaite bonne fête. Merci. Et à bientôt. Je saisis l'occasion d'ailleurs pour souhaiter la bonne fête à toutes les Maries et même les personnes qui portent un nom dérivé de Marie. Ici au Sénégal, les Mariama, les Marem, tout ça c'est des Marie, n'est-ce pas? Les Marilyn, les Anne-Marie, tout ça. Parce que la mère de Jésus, c'est une intermédiaire. Voilà, celle-là, quand on prie le Christ, on doit passer par elle, très souvent. N'est-ce pas? Voilà. Bonne fin de week-end à tous.